of love all over the place. Caramel. 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 À la fin du 19e et début du 20e siècle, en Angleterre, un mouvement livra un combat pour le vote des femmes qui aboutit, il y a tout juste un siècle, en février 1918, au droit de vote pour les femmes en Angleterre. Encore fallait-il avoir plus de 30 ans, contre 21 pour les hommes, être propriétaire ou locataire. Et il fallut attendre juillet 1928 pour l'égalité des droits purs et simples. Cette première victoire, même partielle, de la lutte pour cette égalité des droits est de toute éternité portée au crédit des suffragettes, ce petit groupe de femmes de la bonne société londonienne mené par Emmeline Pankhurst et sa fille Christine. Mais comme souvent, l'histoire est un peu moins simple. C'est du moins la thèse de deux historiennes britanniques, Jill Norris et Jill Ligginton, dans un livre Histoire des suffragistes radicales qui vient d'être traduit de l'anglais par les éditions Libertalia. Les suffragistes étaient, elles, des ouvrières travaillant dans les grands centres textiles du nord-ouest de l'Angleterre, femmes souvent syndiquées, la plupart mariées, n'ayant pas fait d'études, soucieuses de conserver et d'élargir les droits acquis. Elles réclamaient le droit de vote pour toutes, sans condition, alors que les suffragettes, de leur côté, disaient pouvoir se contenter d'un droit de vote censitaire. Un droit de vote pour toutes et sans condition, parce que pour elles, suffragistes radicales, c'était le moyen d'ouvrir la voie à d'autres revendications et à d'autres réformes comme l'égalité des salaires, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, le droit à la contraception et à l'éducation. Hostile à la stratégie spectaculaire, on dirait de nos jours médiatique, des suffragettes, les suffragistes du nord-ouest de l'Angleterre utilisèrent les armes classiques du combat ouvrier britannique. Pétitions, brochures, délégations auprès du Parlement. Mais elles le firent de manière massive. Leur première pétition en 1901 recueillit 30 000 signatures. Leur comité était implanté dans toutes les localités du nord-ouest industrieux britannique et appelé à la grève ou à l'action syndicale. Leurs idées, portées par Selina Cooper, furent même reprises par la gauche britannique lorsque, en 1911, le Premier ministre de l'époque décida de ne rien accorder du tout aux femmes. La thèse de ces deux historiennes est notamment de dire que c'est l'addition de ces deux mouvements qui fit que les revendications autour du droit de vote purent aboutir en 1928. Un siècle plus tard, le travail de fond des suffragistes, aussi bien syndical que politique, est occulté. Et lorsque le livre de ces deux Anglaises que les éditions Libertalia viennent de faire paraître, l'histoire donc des suffragistes radicales, le combat oublié des ouvrières du nord de l'Angleterre, est sorti en Angleterre, il fit débat, polémique même. Les suffragettes restant les références absolues, comme l'a montré le film de Sarah Gordon, sorti en 2015. Mais c'est comme si, une fois de plus, on niait la légitimité d'une classe sociale à s'occuper d'affaires qui les concernent au premier chef. Car au-delà du droit de vote, le combat des suffragistes portait surtout sur la revendication de traitement égalitaire entre
hommes et femmes. Revendication évidemment insupportable pour le pouvoir masculin de l'époque. Est-ce que vraiment les choses ont vraiment changé? Alors, on fait en sorte de l'oublier. Dernier détail, ce livre est sorti en Angleterre en 1978. Vous avez bien entendu, 1978. 40 ans pour une traduction, c'est quand même un peu long, même si le bouquin fait 560 pages. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Ce soir, on fête les 10 ans d'El Comunero, avec son représentant officiel, Thomas Jiménez, qui n'est pas venu seul, mais accompagné de sa guitare. C'est vous dire si l'on peut s'attendre à de la musique vivante dans ce studio pendant l'heure qui vient. Et puis Zédrine, Sandra Da Silva et Nicolas Laforgue du collectif Bruit qui court viendront nous parler d'un projet musical incendié volontaire dont la première sera visible le 17 mai prochain au Métronome. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Canadienne de naissance, parisienne depuis 2003, Andrew Siuni, enseignant, est aussi un écrivain, mais aussi un universitaire. Il écrit de la poésie, des essais, des chansons, un recueil de 100 poèmes écrits en 100 jours en 2015 lors de trajets dans le RERC, sort ces jours-ci, en parallèle à la sortie de son 3e album, Freeze Prisoners. Freeze Prisoners, facture classique, veine folk ou folk rock, ça dépend. Les textes, en tout cas d'Andrew Sweeney, évoquent l'émancipation de l'homme, les travers de l'époque et interrogent notre responsabilité collective face à l'évolution de la planète. Vaste programme. Andrew Siuni, Killing the Lion, extrait de Freeze Prisoner, son 3e album. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. I got the poison, I got rage, got a bleeding heart in a cage. I got the power, I got a gun, I shot her down in the African sun, killing the lion, killing the lion, just killing the lion. I got machines and I get paid. I got a woman, I got a maid, got $1 million and a monster truck. I don't really give a flying fuck. Killing the lion, killing the lion, killing the lion. Killing the lion, killing the lion, just killing. Bang, bang, having fun. Bang, bang, in the African sun. Bang, bang, having fun. Bang, bang, just like everyone. Killing the lion, killing the lion, just killing the lion. I got Jesus and America too. I feel the rapture, red, white, and blue. I've got this creature on a leash, gives me the power of the beast. I'm killing the lion, killing the lion, just killing the lion. Here comes the hunter,
the prodigal son, the everyman, the average one, driving his mule, driving his carts, killing the lion in our hearts, killing the lion, killing the lion, killing the lion. I'm killing the lion, killing the lion, just killing. Bang, bang, having fun. Bang, bang, in the African sun. Bang, bang, having fun. Bang, bang, just like everyone. Killing the lion, killing the lion, just killing the lion. Killing the lion, killing the lion, killing the lion. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou ou pardon? Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Campus, et vous écoutez bien Caramel Mou. Thomas Jiménez, bonjour. Voilà. Il y a 10 ans, vous présentiez un projet mémoriel à tendance musicale bâti autour de la figure de votre grand-père, parce que c'est lui, El Comunero, ce surnom qui donne le nom de votre groupe, rapport au surnom qu'il avait glané pendant la guerre civile espagnole de 36. Un projet bâti autour donc de cette figure tutélaire, mais aussi autour du répertoire des chansons républicaines de la guerre d'Espagne. En 10 ans, ce projet a un peu évolué, mais finalement pas tant que ça, et pourtant... Merci, ça commence fort, bravo, merci. Et pourtant, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous avez passé ces 10 ans et comment vous avez fait un peu évoluer ce projet que l'on voit régulièrement à Toulouse, mais qui a un peu émigré autour de l'Hexagone? Donc on se vous voit déjà, on commence comme ça. Ah ben ouais. Déjà on se voit et tu commences par me dire qu'on ne s'est pas renouvelé. Non, je n'ai pas dit ça, je dis que le projet avait peu évolué. Je n'ai pas dit qu'il ne s'était pas renouvelé, j'ai dit peu évolué dans la forme musicale et puis peut-être dans le répertoire, même s'il s'est un peu élargi à l'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans des chants de lutte, des chants de révolte. Mais dites-nous un peu comment vous l'avez un peu vu évoluer, parce qu'il y a quand même eu des évolutions, ne serait-ce que dans le personnel musical qui vous accompagne et qui a changé pendant ces 10 ans. Ouais, dans le personnel pas tant que ça, mais dans le rapport au répertoire, oui. Moi au départ le premier album, et vous vous en souvenez, n'est-ce pas, cher Joe Kangourou? Je m'en souviens très bien. Ce premier album, c'était pas du tout dans l'idée de faire forcément un projet, d'autres albums, etc. C'était vraiment un hommage à mon grand-père au moment de son décès, donc des enregistrements de sa voix où il racontait son histoire de la guerre d'Espagne. Moi, j'ai du mal à la guerre civile. La guerre d'Espagne, la révolution espagnole, guerre civile, ça implique d'autres choses. Quand d'un côté, il y a des Allemands, des Italiens, c'est vrai aussi, des Portugais, bon, on va pas refaire l'histoire. Et des Russes et des Français et des Anglais et des Américains. C'est vraiment une guerre civile. C'est vrai que c'était une guerre très internationale. Voilà, donc la guerre d'Espagne, on va dire. Allez. Et des chansons qui étaient avant tout des chansons qu'on chantait en famille, des trucs que je connaissais depuis petit et qu'on chantait à chaque fois qu'on se retrouvait dans cette famille-là. Dès qu'on avait fini de manger, on chantait des chansons révolutionnaires, des chants antifascistes. Donc le premier album, c'est vraiment ces chansons-là qui m'accompagnaient depuis tout petit.
Et puis le deuxième album, le groupe s'est créé, on a commencé à tourner, à rencontrer des historiens, des auteurs, des gens qui avaient connu, qui avaient vécu cette histoire, hein, et qui nous ont transmis, eux, des chansons qu'on ne connaissait pas forcément. Je pense à une chanson en particulier qui venait de la colonne de Routy et qui a été un chant qui n'a jamais été enregistré, mais c'est aussi le cas de d'autres chansons du répertoire. On s'aperçoit que même en Espagne, il n'y avait pas eu d'enregistrement fait de ces chansons-là. Donc ce côté-là, un peu de collectage, entre guillemets. Et le troisième album qui est sorti l'année dernière, où là on a décidé d'ouvrir un peu le répertoire au répertoire d'Amérique latine. Ouais. Parce qu'on retrouve la même histoire, les mêmes enjeux, les mêmes, finalement un peu les mêmes tenants et aboutissants. Et la même traduction artistique, puisque là on continue à être dans la chanson qui a rythmé toutes ces périodes, que ce soit qui a accompagné toutes ces luttes aussi, que ce soit en Espagne ou au Chili ou au Guatemala ou en Argentine. On va peut-être tout de suite se mettre dans l'ambiance en écoutant un extrait du premier album donc, qui est sorti il y a 10 ans. C'est ça. L'album s'appelait El Comunero, le nom du groupe, il n'y en avait pas. Et ce qu'on va écouter, c'est El Quinto Regimento. El 18 de julio, en el patio de un convento, el partido comunista fundó el quinto regimiento. Oh, venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con mister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlo, no hay miliciano con miedo. Oh, venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los 4 batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Oh, venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente en la línea de fuego. Oh, venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Thomas Jiménez, à vous écouter et à voir un peu le parcours que vous avez depuis 10 ans, la mémoire, c'est quelque chose d'important pour vous? Ben évidemment, ouais, c'est quelque chose d'important parce que moi aussi je vieillis du coup, et puis moi aussi j'ai des enfants et moi aussi je me rends compte que ce qui est important au bout d'un moment, c'est d'arriver à raconter ces histoires-là, à les transmettre pour... l'histoire elle sert à ça après tout, elle sert pas, et puis finalement je m'aperçois aussi de plus en plus, et par rapport à la période de trouble là, qu'on traverse depuis quelques années, que quand on se penche un peu sur le passé, on comprend mieux le futur. Ce qui se passe un peu ici, ouais, c'est une façon pour vous d'arrimer votre présent dans le passé. Ouais, et puis même de me référer à cette histoire-là et à ce que moi j'ai construit dans ma réflexion politique autour de ça, ça m'aide aussi à éclairer certains autres aspects de l'actualité. Ouais. Enfin, pour faire plus clair en fait, quand moi je vois la situation des réfugiés, des exilés aujourd'hui, vous en avez déjà parlé, Sergio Kangourou, ça me rappelle fatalement ce qu'a vécu mon grand-père, ma grand-mère, là, les camps de la honte d'Argelès, les milliers de morts, Rivesaltes et compagnie. Les milliers de morts dans ces camps-là, fatalement ça me rappelle ça. Donc c'est effectivement en me référant, en me basant sur cette histoire-là que j'arrive à mieux
mieux me positionner aujourd'hui ou à défendre certaines valeurs aujourd'hui. Culturellement et personnellement, c'est un fond qui vous a beaucoup touché lorsque vous étiez gamin. C'est un fond dans lequel vous avez vraiment baigné. Ouais, et puis mais il y avait ce bonhomme là, il y avait ce grand-père qui était une présence, quoi, un truc de fou. Je sais même pas comment l'expliquer parce qu'il avait en plus un problème moteur. Il était hémiplégique vers la fin de sa vie. Il pouvait pas sortir de son fauteuil. Donc fallait vraiment faire la démarche d'aller dans son espèce de pièce là où il y avait les gâteaux espagnols, le jeu de Pachi, tu sais, le jeu de petits chevaux espagnols, tous les alcools aussi qui cachaient, tout ça machin, toutes les friandises. Et où il nous faisait venir là et puis il nous racontait des histoires. On mangeait des gâteaux, effectivement, mais on écoutait surtout ces histoires, ces chansons. Et dès le début, dès tout petit, quoi. Il y a eu ce phénomène, mais avec tous ceux de ma génération aussi. Il a agi comme un aimant, quoi. Il nous a happés dans son histoire. Quand on a 10 ans et qu'on écoute ces histoires-là, c'est quoi ? C'est un monde épique. Il y a déjà la notion d'injustice. Il y a déjà cette notion-là où ça reste une grande histoire de chevalerie. À 10 ans, jusqu'à 10 ans, c'est presque limite que des anecdotes drôles, quoi. C'est vraiment les moments un peu improbables, les choses, c'est pas les choses dramatiques, hein, les choses douloureuses ou les choses épiques. De toute façon, il a jamais parlé de la guerre de façon épique. Hein. Quand il en a parlé, ça a toujours été quelque chose de douloureux, de difficile, même 70 ans après. Et il n'y a jamais eu ce sentiment ou cette volonté de se positionner en héros de l'histoire ou quoi. C'était plus l'horreur de la guerre qui m'a transmis que quelque chose d'héroïque par rapport à être sur le champ de bataille et tout ça. Mais ouais, je sais pas, il y a... Moi, je suis pas le seul, hein, je connais plusieurs des petits-enfants à être vraiment, avoir été vraiment touchés par la rencontre avec ce bonhomme, quoi. Et même ceux qui sont nés peut-être 15 ans après moi, ils ont été happés par ce bonhomme-là, ouais. Dans la communauté espagnole toulousaine, puisqu'on va quand même rappeler que Toulouse, pendant quelques décennies, a été la capitale de la République espagnole. C'est comme ça qu'on l'appelait, même si c'est pas là qu'il y avait le plus d'Espagnols exilés, en fait. Hein. Oui, mais le PSOE, par exemple, avait son siège à la Cinémathèque. Oui, c'est ça. Les instances politiques. À Montauban. Voilà, les instances politiques, le PCE étaient dans le coin, la CNT aussi. Il avait une place importante dans la communauté. Mon grand-père, pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui restait complètement en retrait. C'était un militant de base et il a toujours été convaincu jusqu'à sa mort de ses idées politiques et tout, et toujours encarté, etc., machin, adhérent, mais jamais quelqu'un... tu sais, c'était un jornalero, c'était quelqu'un qui savait pas lire, qui savait pas écrire, qui a pas été à l'école jusqu'à très tard, quoi. Et qui était un journalier agricole. Et qui était un journalier agricole, qui a appris à lire sur le tard, pendant la guerre en plus. Parce qu'il y avait en parallèle des combats, mais aussi des gens qui pensaient que pour bien former des gens, pour défendre la République, il fallait pas seulement leur donner des fusils, mais aussi des idées, quoi. Et donc c'est là qu'il a appris à lire et à écrire, mais ça a jamais été un intellectuel ou quelqu'un qui faisait partie c'est un militant de base, quoi, vraiment de base, quoi. Donc on va écouter tout de suite un deuxième extrait. Là, c'est tiré de l'album de l'année dernière, Son de la Barricada, où là vous allez vous ouvrir un tout petit peu à d'autres pays. Et moi, je résiste pas à quelque chose qui a bercé ma jeunesse à moi, même si je n'ai rien à voir avec l'Amérique du Sud. Mais du Chili, c'est ça ? Voilà, mais Guilapayún, c'était un groupe qu'on a écouté beaucoup dans les années 70. Et puis, blague à part, pour ma génération, Pinochet, ça a été quand même notre premier combat politique. Un jour, on parlera ici de la manifestation de 74 à Toulouse pour râler contre le Chili. Il y a quand même des choses à dire, oui. Mais quand tu parles de Pinochet et qu'on parle de la guerre d'Espagne, tu vois, et qu'on disait que ça résonne, là, on peut pas raisonner plus que là, quoi. Un coup d'État fait par des généraux, contre un gouvernement socialiste. Ouais, donc voilà l'histoire. Ouais. Et puis il y a un truc encore plus dramatique dans l'histoire du Chili, c'est que beaucoup d'Espagnols exilés au moment où ils ont fui la dictature franquiste se sont réfugiés au Chili, et c'est leurs enfants qui ont dû partir du Chili pour retourner en Espagne, pour fuir eux aussi un coup d'État fasciste. C'est des choses que vous écoutiez petit, Guilapayún, par exemple. Guilapayún, ça tournait sur les vinyles de mon père. Il y avait Guilapayún, il y avait Inti Illimani, il y avait
des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on doit au moins à Pinochet le fait que pendant une bonne dizaine d'années, dans toutes les années 70 et jusqu'au milieu des années 80, Guy Lapalloune le groupe a été un régulier de toutes les maisons de jeunes de la culture de France et de Navarre, puisqu'ils n'avaient pas d'autres scènes où jouer, et notamment pas celle chilienne. Guy Lapalloune, donc, avec un hymne qui est devenu un hymne, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. On avait même ça sur des banderoles de manifestations dans les années 70-80 en France. On le dit encore aujourd'hui. Et on le dit encore. Et donc vous avez repris ce monument de la chanson contestataire et revendicative internationale. Donc Guy Lapalloune, c'était... Après moultes hésitations, parce que c'est tellement une chanson qui a tellement été reprise. Moi en plus on s'y était déjà attaqué à cette chanson au moment du projet avec Zebda, tu sais, Dommage à Victor Jara. Il y avait déjà eu une reprise de El Pueblo Unido. C'est une chanson moi que je connais depuis très longtemps aussi, donc c'était vraiment moi j'ai longtemps hésité, j'appréhendais vraiment le moment où on allait s'attaquer à cette chanson là, quoi. Et ce que vous en faites est plutôt réussi. El Comunero, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Luchar, que pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión, la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. La patria está forjando la unidad, de norte al sur se movilizará, desde el salar, ardiente y mineral, a bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Cantar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia, la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo. Thomas Jiménez, on vient d'écouter donc El Pueblo Unido et dans cette fin de morceau, on s'aperçoit quand même de l'évolution aussi du projet où on est parti sur un travail assez acoustique. Ouais. Les premiers morceaux, guitare, accordéon, clarinette de temps en temps et où on finit sur quelque chose d'un peu punk rock. Mais parce que chasser le naturel, il revient au galop. Nous, on vient de là, tous autant qu'on est, quoi. Dans le groupe, hein, nos premières amours, c'est tous
du rock alternatif avec la guitare électrique qui tâche. Donc à un moment donné, on avait envie aussi. Il n'y a pas que ça dans l'album, mais à un moment donné, oui, il y a envie de retrouver ça aussi. Ouais. Et Zedrine le disait juste à l'instant, il est resté autour de la table. Cette version plutôt punk, ça marche plutôt bien avec cette chanson. Ouais, mais même ça, finalement, si je ne m'abuse, c'était quoi? C'était Sham 69, If the Kids Are United. Exactement. C'est inspiré, voilà. Avec Jimmy Pursey. Ben voilà, tu vois, voilà. On a l'exemple même, quand ça marche. C'est vrai. Nicolas Laforgue, vous disiez quelque chose sur ce morceau d'Egui Lapalloune, pas dans quelles conditions vous l'écoutiez la semaine dernière, mais avec des choses qui pouvaient vous toucher sur ce morceau-là. Tout à fait, bonjour à tous. Donc oui, je disais qu'effectivement la semaine dernière, après une grosse soirée... Mais ça vous êtes pas obligé de dire. C'est important, il faut remettre en contexte. Puis c'est pas les termes exacts par rapport à tout à l'heure. Exactement, voilà. Donc j'ai mis ce morceau de Quilapayún, ce titre de Quilapayún que j'ai écouté 500 fois, tant bien que mal effectivement. Et là, au couplet, on se rend pas compte de la qualité des musiciens, la qualité mélodique de ces couplets, qui sont absolument incroyables, et qu'on est resté focalisé sur ce refrain qui est une espèce d'hymne révolutionnaire collectif qui est absolument incroyable. Mais du coup, le couplet souvent passe derrière. En force, j'allais dire. Voilà, exactement. Alors que réellement, ce couplet est ultra intéressant, et on le voit dans la version d'El Comunero. Il y a une vraie portée mélodique à ce titre. En plus du message révolutionnaire, et c'est ça qui me plaît, moi, dans les morceaux qu'on dit révolutionnaires, ou qu'on dit dans les morceaux engagés, s'il n'y a pas cette force mélodique, le morceau ne sert pas à grand chose. Là, la force mélodique, elle est énorme, donc forcément le propos explose, je trouve. Et ça met, enfin voilà, quand il met les poils, on a l'impression, enfin voilà, il y a une vraie portée émotionnelle dans ce morceau. Je me demande si bientôt on fera pas une chronique. J'ai écouté un morceau à 1h du matin dans un état pas tout à fait normal, parce que c'est incroyable les choses intelligentes que vous pouvez, que vous pouvez venir de dire. On se retrouve tout à l'heure, Nicolas, pour parler de incendié volontaire. Thomas Jiménez, qu'est-ce qui vous révolte en ce moment? Parce que ça va être long. Mais je vous demande pas la liste de Noël quand même, parce qu'on sent quand même que en 10 ans vous êtes pas calmé. Il y a le sens de la révolte qui est toujours présent. Un peu plus longtemps que ça même, parce que avant El Comunero, il y avait d'autres aventures qui étaient déjà un peu voilà. Mais oui, qu'est-ce qui me révolte? Il y a énormément de choses. Si on parle simplement en France, il y a le mépris du gouvernement vis-à-vis de tout le monde, finalement, quand on regarde un peu, quand on fait les comptes. Cette façon, je sais pas, il y a la loi asile et immigration. Après, si on parle sur un plan plus international, mais il y a tellement de choses, en fait. Il y a le Rojava, tout comment on laisse, en fait, tous ces Kurdes qu'on disait des héros quand ils combattaient à nos côtés contre Daesh, et qu'aujourd'hui on laisse crever, se faire exterminer par les Turcs, etc. Voilà, tu veux vraiment ça va être long, en fait. On pourrait faire une émission dessus, je crois. Mais, un jour peut-être se fera ce luxe-là, mais par contre, ce qui m'étonne, et c'est le sens de la question qui va arriver, est-ce qu'il y a des chances que l'on puisse entendre cette révolte, cette colère, mais aussi l'analyse que vous en faites sur des chansons qui vous soient propres? Eh bien, c'est un peu le cas sur le dernier album. Il y a une chanson en français qui, mine de rien, même si elle parle de l'histoire du grand-père, elle essaie d'ouvrir sur ce qu'on pense aujourd'hui. Oui, mais elle parle surtout du grand-père. Elle parle du grand-père, mais encore une fois, moi, c'est à travers ce prisme-là que j'arrive aussi à parler d'aujourd'hui et à me référer à des choses qui font sens pour moi, en tout cas. Mais oui, c'est le but. Et puis même, pour ne rien te cacher, on est en train de bosser sur de nouveaux morceaux, là, enfin quelques nouveaux morceaux. Il y en a un qui est une adaptation d'un air effectivement traditionnel, juif anarchiste russe, mais sur lequel on réécrit les paroles, puisque la thématique de départ est celle des violences policières, mais décrite en 1900. Ouais. Et donc on fait une remise à niveau. Une remise à niveau, en expliquant un peu ce que ça peut être aujourd'hui. Les techniques ont changé. Voilà, mais le fond finalement reste le même. À mon avis, donc tu vois, oui, il y a cette volonté de se réadapter par l'écriture des choses, mais il y a aussi cette volonté de se baser toujours sur ce que ces vieux champs de lutte dans lesquels il y a déjà pas mal de choses qui fermentent, quoi. La mémoire et la transmission restent importantes. Ouais, complètement, plus que jamais. Mais ça revient à se reposer l'éternelle question du rôle de l'artiste. Est-ce que l'artiste a un devoir d'alerte, de mise en mots de la révolte ou pas?
Mais je sais pas, l'artiste demande à 15 personnes différentes, enfin à 15 artistes entre guillemets différents. Eh bien, aujourd'hui, au moins, on va avoir votre réponse. Ça sera déjà pas mal. Moi, j'en sais rien. Déjà, faudrait qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est un artiste. C'est vraiment très long. Là. On tombe dans une émission philosophique. Là. Non, moi, il me semble important depuis longtemps, même avant El Comunero, même à l'époque de l'Air de Rien, qu'à partir du moment où on a la chance de s'exprimer en public et de parler devant des gens, eh bien, moi, parler de mon nombril, ça m'intéresse pas. Et ça me semble important de ma place, mais aussi de la part des artistes que j'apprécie, même si j'aime pas forcément que des gens qui sont liés à un propos contestataire ou politique ou quoi. Mais ça me paraît important de pouvoir, pas être dans un message uniquement divertissant, mais arriver à faire passer des idées, des colères, oui, ça me semble être mon rôle à moi. Est-ce que ça fait de moi un artiste ? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon travail, entre guillemets. Ouais. Mais ça veut dire que par contre, vous y avez déjà pensé ? Ouais, parce que ce qui est quand même assez rassurant. Ça fait quand même une paire d'années que je me coltine la question, quoi. Donc, vous fêtez vos 10 ans à la Sainte Dynamo le 17 mai prochain. En la Sainte Dynamo. En la Sainte Dynamo. Ouais, mais je crois qu'il y a un vocabulaire empreint de religiosité que j'ai pas encore complètement intégré. Donc, vous irez en la Sainte Dynamo le 17 mai prochain pour fêter. Donc, si vous préférez, je vais vous faire ce plaisir. Pour fêter vos 10 ans, on va y voir quoi ? Des extraits des 3 albums, des nouveaux morceaux, des copains qui vont venir jouer. Tout est dit. Il manque juste un truc que tu as pas dit, que vous avez pas dit. Putain, je ne fais pas vraiment. J'arrive pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Mais moi, je suis pas énergie ici, donc je vous vois mes invités. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Bon, je reprends du début. Donc en première partie de soirée, mais tôt. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'heure. Donc, ce qui fait que comme ça commence tôt, on peut peut-être même faire une deuxième soirée après ailleurs. Oui, voilà. Oui, parce que tout à l'heure on parlera d'un spectacle qui a lieu le même jour, mais effectivement peut-être pas à la même heure. 19h. Allez, on va dire écart, pétante quoi. On diffuse un court-métrage d'animation qui s'appelle Boléro Paprika, qui est un film de 20 minutes qui parle d'une affaire qui s'est passée en 1950 et qui est liée à la guerre d'Espagne. En fait, ce film d'animation de 20 minutes, ça va être à la fois un film d'animation sur l'affaire Boléro Paprika, mais aussi une espèce de récapitulatif de l'histoire de la guerre d'Espagne en film d'animation, un truc magnifique. Un rappel en 2 mots de Paprika ? De Boléro Paprika, c'est une rafle qui a toujours pas été reconnue d'ailleurs par l'État français, qui a été organisée en 1950 partout en France. On a arrêté des centaines de réfugiés espagnols, pas que, aussi des militants des pays de l'Est, mais beaucoup d'Espagnols qui étaient des gens qui avaient pourtant été décorés, FFI, tout ça, qui avaient participé qui étaient des héros de la résistance. À la résistance française pendant la guerre. Et qu'on a arrêté sans procès, juste comme ça, sur ordonnance, et qu'on a déporté en Algérie, en Corse, en RDA, en leur interdisant toute activité intellectuelle, de propagande, etc., en interdisant leur parti politique, leur presse, et en leur proposant, sinon comme autre alternative, de les renvoyer à Franco, puisque c'était dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques avec l'Espagne franquiste. Voilà. Mitterrand, ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui. Toujours dans les bons coups. Toujours. Il aura une grande œuvre aussi pendant le début de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est à 19h15, Boléro Paprika. Boléro Paprika, alors avec un court échange avec le réalisateur qui sera là, Marc Ménager. Et puis après, on attaque le concert d'El Comunero avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire des vieux morceaux, des moins vieux morceaux, des tout neufs, quoi. Et puis une pléiade d'invités, mais je peux pas trop en dire. Allez, un ou deux pour faire saliver. Je peux dire qu'il y a... alors tu parlais de changement de line-up dans le groupe, effectivement, il y a un musicien qui nous avait quittés, mais qui était là à l'origine du groupe, c'était Franck Marty, Kif, qui jouait à l'époque dans Les Croquants, La Varda, qui nous avait quittés pour aller avec Olivier Ruiz, et qui là sera là, qui revient avec nous ce soir-là pour jouer avec nous. Il y a aussi, on peut parler d'un guitariste toulousain d'origine espagnole. Non, je peux pas en dire trop, parce que c'est des surprises. Dont le prénom commence par B et le nom par S ? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Le prénom commence par S et le nom par L. Ah oui, d'accord. Ah ouais, formidable. Voilà, par exemple, après, d'autres surprises, je peux pas en dire trop. Bon, faut qu'on ménage notre effet. Bon, mais parfait. Donc ça se passera le 17 mai prochain à la Sainte Dynamo, avec une captation
pour le 4e album qui sera un album live. C'est ça, un album live, et on a monté sur Ulule un site de financement participatif, un appel pour arriver à boucler ce projet de 4e album qui sera, enfin on fait pas qu'une prise de son d'ailleurs, on fait aussi un enregistrement vidéo de tout le concert, et puis qui sera le coup d'envoi de la tournée des 10 ans du groupe, quoi. Parfait. Maintenant, c'est le moment de sortir l'instrument magique. Il est là. La guitare est là. Le temps que vous installiez, je rappelle, El Cominero, 10 ans de carrière, ça se fête le 17 mai prochain. Donc à partir de 19h15, vous aurez droit à un petit dessin animé, et après le concert, vous vous faites beau ce jour-là, parce que comme ça, vous aurez l'occasion peut-être de vous voir sur le DVD qui sera enregistré. Exactement. À ce moment-là, et vous criez très fort entre les morceaux, parce que là, c'est sur le disque. Sinon, on est obligé de rajouter des sons enregistrés, ça fait pourri, ça s'entend, quoi. Ça s'entend. Moi, je viendrai, et d'habitude, j'ai un sifflet très particulier, et je me reconnais. El Cominero dans Caramel Mou, El Cominero fête les 10 ans de son groupe, et c'est tant mieux comme on a l'occasion de dire dans cette émission. Alors du coup, une chanson qui s'appelle Gallo Rojo, Gallo Negro. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara en el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara en el viento lo que yo canto.
Voilà, Thomas Jiménez, El Comunero, en prélude d'une fête d'anniversaire qui aura lieu le 17 mai prochain. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler ce soir de cet anniversaire et de votre groupe et des choses qui vous passionnent. Mais merci à vous, Joe Kangourou. et à très bientôt. Mesdames, messieurs. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel. Voilà, et donc El Comunero, je le rappelle, le 17 mai à la Sainte Dynamo pour les 10 ans du groupe, mais d'ici là, il y a plein de musique à écouter. Il y en a ce soir par exemple, mais avant de parler des concerts du soir, on va essayer de se projeter un peu dans le futur. Ça va se passer dans 15 jours. Je vais vous parler d'un concert donc, qui aura lieu les 22 et 23 mai prochains, mardi 22 et mercredi 23. Concert classique, c'est pas si souvent qu'on annonce du classique dans cette émission, qui aura lieu à la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Au programme en la basilique, c'est vrai qu'heureusement que El Comunero, qui a été enfant de chœur dans sa jeunesse, il a oublié de nous le dire tout à l'heure, connaît tout sur le vocabulaire catholique. Donc en la basilique Saint-Cernin, on pourra écouter le requiem de Gabriel Fauré, mais aussi d'autres œuvres de Fauré comme la Pavane ou le cantique de Jean Racine, interprété par l'orchestre symphonique étudiant de Toulouse, épaulé par le chœur départemental musique de l'université Jean Jaurès, sous la direction de Claire Suhubiette. Je vous rappelle que nous sommes une radio campus et donc tous les événements en rapport à l'université nous intéressent. Voilà donc ce concert autour de Fauré avec 2 formations issues de l'université Jean Jaurès sous la direction de Claire Suhubiette. À part ça, donc ce soir, il y a de la musique avec par exemple l'amante religieuse, un duo violoncelle-voix entre univers chanson et cabaret expressionniste. Ça se trouve ce soir à 19h dans le cadre des apéro-concerts du théâtre du Grand Rond, l'amante religieuse. Il y a une fanfare ce soir, une fanfare fuck and rock'n'roll, à l'impro ce soir à partir de 20h30 et la fanfare s'appelle les Filibusters et épatante fanfare. Soirée Maloya du côté du Taquin ce soir avec Sofaz et Café Maloya à partir de 20h30. Un retour bienvenu à Toulouse ce soir au Rex à 21h avec Flor del Fango du rock latino. Flor del Fango, je vous rappelle, c'est un groupe qui a dû se monter au milieu des années 90 avec plein d'anciens du rock alternatif parisien de ces années-là. Il y avait des gens de la Mano Negra, il y avait des gens de Parabellum, il y avait des gens de Chihuahua. C'est devenu Flor del Fango. Ils jouent ce soir au Rex. Ils y joueront aussi demain soir. Pamat, le guitariste, jouera avec son quartet à l'usine à musique. Alors ça, l'usine à musique, c'est un nouveau lieu qui se trouve 2 rues de l'Égalité. C'est une nouvelle salle qui s'est installée du côté de la station d'épuration de Ginestou. Début du concert à 21h, c'est Pamat. L'école de musique musicale organise elle de son côté ce soir et demain soir des sorties d'ateliers, comme ils disent, avec les élèves de l'école, soit quelques musiciens que l'on pourra voir à partir de l'année prochaine dans tous les lieux musicaux à Toulouse, puisque quand même Musical a formé pas mal de musiciens que l'on retrouve régulièrement sur les concerts jazz en particulier. Donc sortie d'atelier ce soir au Bijou avec les élèves de l'école musicale. Et puis ce soir le groupe toulousain Cacassé fête à partir de 20h au Métronome la sortie de leur nouvel album. L'album s'appelle Artisan. Ils sont donc ce soir au Métronome à partir de 20h et on écoute tout de suite un extrait de cet album qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Brasier. Le clip a été diffusé dans la semaine sur les réseaux sociaux, comme on dit dans les radios modernes. Ce soir, ils sont au Métronome et tout de suite dans Caramelmo. It's the
identitaire. Partout on est cerné, France interne. Politique au rabais, politique de comptoir, bien facile à compter. Matin, midi et soir, on nous exhorte à nous positionner. Mon premier vote, le borgne ou le voleur. 15 ans après, sa fille ou les copieurs. Votre Marianne a besoin d'une petite sœur. Droit et devoir, t'as le devoir de voir plus loin. Mais vu que t'as l'air bien aveuglé, tu as le droit de dire que tu ne vois plus rien. Que le temps t'est compté, que pour gagner tu dois ratonner. Et ratonner, putassier, tes propos sont vulgaires. Ton coq a les pieds dans la merde. À croire qu'il y est bien, il nous chante tous les matins de nous méfier de nos voisins. Chasse à l'immigré, chasse aux musulmans, chasse à l'homo, chasse aux français, chasse tout le temps. La France compte un bon paquet de clans. Et on les entend bien trop souvent, philosophes. Oui à l'évidence, crise et l'éminence, vide, terrifiant. Je me reprends, armé de clans cachés derrière un écran. Y'a plus de modéré, t'es plus dans l'air du temps. Œil pour œil, dent pour dent, 100% d'âge. Ta carrière est finie, nage entre déboire et mépris. Repris de justice, compte de campagne falsifié. Délit d'initié, je vote pour toi et je me fais Jérôme Cahuset. Loin du tous pourri, ouais on est loin d'être con. Mais vous êtes loin d'être bon, comment on fait tonton? Comment on fait entre le vilain petit canard et ta pomme, l'amalgame est fait. Un peu d'honnêteté, soit tu sors la tête haute, soit tu continues à nous tromper. Un peu d'honnêteté, tu défends ta place avec ta nationale sécurité. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Allez, on finit cette émission avec un nouveau projet initié par un collectif, Bruit qui court, collectif bien connu de ce côté-ci de la Garonne, un projet incendié volontaire que l'on pourra voir le 17 mai, le même soir que l'anniversaire d'El Cominero. Quand même, vous auriez pu faire les choses un peu mieux. Donc, projet initié par Bruit qui court, et sont là pour en parler Nicolas Laforgue, Sandra da Silva et Zédrine. D'abord, est-ce que vous voulez dire 2-3 mots sur vos petits collègues là, Cacassé? C'est pas pour des prunes que j'ai mis ce morceau juste avant qu'on commence cette interview. D'abord parce qu'il joue ce soir au Métronome, je le rappelle, à partir de 20h30, mais aussi parce que vous êtes artistiquement assez proches, vous êtes dans les mêmes sonorités, non, Zédrine? Dans les mêmes sonorités que ce qu'on fait là sur Incendie volontaire, je sais pas, mais bon, c'est sympathique de commencer avec lui dans les oreilles, avec eux dans les oreilles, mais je pense à Aurélien en particulier, Calvo, qui est aux machines, puisque je travaille avec lui régulièrement sur mon projet solo, et puis que c'est entre autres sur une soirée comme ça qu'on avait partagé avec Bruit qui court il y a plus d'un an maintenant, Enfin, ça a fait partie des moments qu'on a partagé avec Bruit qui court, où on venait jouer Zédrine duo, et où il y avait Bruit qui court qui jouait sur le répertoire de l'album précédent. Et donc voilà, ça a fait partie des points de rencontre qui font que du coup je suis avec ces deux-là aujourd'hui pour parler de la suite. Voilà. Une belle soirée. Ne nous racontez pas une nouvelle soirée, s'il vous plaît. Mais là, il y a une partie du public qui était déjà à 1h du matin à 19h, quoi. Ah ouais, d'accord, très bien. Ça, on peut pas contrôler, quoi. Bon, par contre, on va laisser un peu la parole à Nicolas Laforgue et à Sandra da Silva, puisque la première question que je voulais vous poser, c'est que vous nous parliez un peu de ce collectif, Bruit qui court. Zédrine le rappelait, il ne l'a rejoint qu'il y a à peu près une petite année. Enfin, c'est sur ce projet-là qu'il intervient vraiment sur ce projet. Bruit qui court, c'est quoi exactement? Et quand je dis collectif, c'est vraiment cette idée de
Plus qu'un groupe, c'est un collectif? Alors, bonjour. Alors oui, ça s'est fait parce que Bruit qui court, c'est un groupe quand même à la base qu'on a monté il y a 16 ans. Voilà, ça fait mal de le dire. C'est 2002. Moi, je me suis noté la date parce qu'effectivement, ça fait mal. 2002. C'est ça. Donc un groupe qu'on a monté à la base, un groupe entre copains et qui a évolué avec des musiciens qui sont partis, d'autres qui nous ont rejoints. Et l'idée, c'était qu'à partir de quel moment, à un moment donné, c'est plus Bruit qui court justement et ça devient autre chose. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'évolution vers Incendié volontaire. C'est-à-dire que par rapport au projet initial, maintenant, on est en minorité et on a eu beaucoup de nouveaux musiciens qui nous ont rejoints. Donc on s'est dit là, on pense que ça passait à autre chose, même en termes d'artistique. Et voilà, donc l'idée, c'était de basculer vers autre chose, quoi. Alors avant de basculer sur ce que vous faites maintenant, pendant longtemps, vous êtes revendiqué d'un rock scandé, Nicolas Lafort. C'est quoi le rock scandé? Donc le rock scandé, nous on vient on est les groupes fondateurs du groupe. On écoutait tous des groupes de la scène rock indépendante dans son ensemble. Voilà, donc on avait tous des influences hyper vastes, mais toujours cette idée de rock indé. Et le scandé, c'est parce que moi j'ai commencé par faire du rap quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc cette scansion est restée et voilà, sauf que maintenant j'ai lâché les codes du rap depuis maintenant un petit moment. Pas du slam non plus, je sais pas comment on peut appeler ça. En gros, on se revendique un peu de cette scène spoken comme on pouvait avoir dans les premiers des années 70 aux États-Unis. En fait, cette manière un peu arythmique de parler sur de la musique rock qui est influencée grandement par les groupes indés dans leur grande... Si on parle de spoken word, tout de suite on parle à Jill Scott Ewan, par exemple. Ouais, par exemple, voilà. Donc vous êtes parti de ce postulat-là, musique très énergique, très électrique, très forte, sur lequel vous éructiez vos textes. Est-ce que c'est actuellement sur cette même veine que vous avez monté ce projet Incendié volontaire, et puis vous allez nous en dire aussi deux mots de ce projet-là? Je pense que l'idée, c'était un petit peu à chaque fois, pour chaque album qu'on a fait déjà avec Bruit qui court et pareil avec Incendie volontaire, c'était pas de partir sur une idée préconçue de quelque chose qu'on allait faire, mais de voir ce qui allait se créer avec les rencontres. Et là, c'est vraiment la rencontre entre nous 6 qui a créé cette musique-là et qui nous a amené dans cette direction-là un peu naturellement de composition et d'écriture, qui est un peu plus posée, je pense, que peut-être ce qu'on faisait différemment. En tout cas, il y a une intensité qui est différente. Voilà. On essaiera d'avoir après une discussion sur le vocabulaire, parce qu'un peu plus posé, j'ai écouté qu'un morceau, alors c'est pas le bon que j'ai écouté, c'est posé, c'est peut-être pour moi il est posé. C'est un déposé en fait. Ah ouais, d'accord, ouais. Moi c'est pas le mot que j'aurais choisi. Non, mais par contre sur la recomposition à 6, peut-être c'est ça aussi qui peut être intéressant à aborder pour dire un peu comment ça s'est recomposé à ce moment-là sur la transition. Ben oui. Non, parce que allons-y. Non, mais je tendais la. Vous avez le micro. Je tendais la perche parce que je suis plutôt le dernier arrivé de cette équipe-là. Vous allez déjà nous dire comment vous y êtes arrivé, et après on parlera de comment les autres se sont rencontrés. Mais qu'est-ce que surtout ça a généré comme interaction, puisqu'apparemment c'est l'interaction entre vous 6 qui a l'air d'avoir été importante sur ce projet. Oui, enfin, en tout cas, c'est ça qui donne le son qui se constitue aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de préciser un peu les basculements qu'il y a eu. Il y avait eu déjà un apport de cuivre sur le dernier album de Bruit qui court, avec du trombone qui était assez présent. Et il y a eu une envie de continuité là-dessus, puis qui finalement, au lieu d'être sur un peu en travail de la section cuivre, a été juste l'arrivée de Léa au saxophone, et qui amène vraiment une couleur particulière sur le projet cette année. Et puis un basculement à la guitare, le poste de basse sur le dernier album, ou c'était une basse, ouais. On est d'accord, sur le dernier album, qui est remplacé par la guitare. Et donc il n'y a plus de bassiste, mais il y a un guitariste. Donc voilà, il y a eu des glissements dans le son, et c'est vraiment les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc Théo Roumier à la guitare, qui recompose un peu quoi, autour de Damien à la batterie, Sandra au clavier et Nicolas au chant et au moog, qui sont là depuis le départ. Avec les parties basses qui sont plus maintenant du fait des machines et des claviers. Voilà, oui. Alors ça tient un peu de tout, c'est-à-dire que du coup on est sur un équilibre un peu particulier. C'est assez rigolo parce qu'on sort là d'une journée où on est allé voir le mixage en cours de l'album, puisque l'album lui-même n'est pas fini de mixer.
et où il y a vraiment cette question qui se pose de comment ça s'aborde un projet où on n'est plus sur un guitare basse batterie assez classique sur un projet rock, même si c'est affilié rock dans le son, et où en même temps ça s'aborde vraiment différemment parce que c'est souvent une manière de marier les sons entre la guitare, le saxophone, un synthé, etc. Et donc il n'y a pas les mêmes assises que d'habitude, donc je pense que il y a quelque chose d'assez intéressant à fouiller là-dedans, dans les nouveaux équilibres qui se créent. Sandra, la composition, là, ça a vraiment été une composition à 6 ? L'élaboration des compos, ouais. Les compos de base, en général, c'est piano-chant, donc moi, Nico, qui faisons une base, qui la propose au reste du groupe, et à partir de là, voilà, on travaille ensemble et on essaye de faire évoluer ça. Avec une partie importante de bruit qui court en général, mais d'incendier volontaire aussi, c'est les textes. Nicolas Laforgue, là, c'est ces textes-là en particulier, très dénonciateurs, très rentre-dedans, très sur ce qui se passe, sur les travers de l'époque, sur ce qui vous énerve. En gros, je pense que c'est l'album qui est le moins justement engagé politiquement. C'est justement l'album. Non, mais forcément, moi, je fais j'ai une écriture politique parce que j'ai toujours eu une écriture politique, donc je pourrais pas faire autre chose que ça. J'ai été programmé comme ça, je sais pas pourquoi, mais disons que je vais pas. C'est l'album qui est le moins porte-drapeau qu'on ait pu faire. Qui est plus une réflexion un peu sur soi. Voilà. J'ai été traumatisé par des... y a Thomas là, qui est encore là avec El Comunero. J'ai été traumatisé par exemple par des artistes comme... alors je vais le dire en français, et puis parce que je sais pas le dire en espagnol, j'ai honte. Comme Georges Samprun, donc Jorge Samprun. Voilà, donc par exemple l'écriture au la vie, ça a été une espèce de rafale que j'ai pris, parce que justement la politique vient de la poésie vient de la politique, c'est un peu entremêlé. Mais et donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Donc évidemment, ça parle pas de whisky et de copains, quoique ça parle de cigarettes et de copains. Mais c'est forcément politique. Voilà. Alors donc on va écouter un extrait de Incendier volontaire. C'est le titre éponyme, Incendier volontaire. C'est ça. Vous m'avez envoyé ça sur mon petit ordinateur hier, et on verra que c'est quand même pas tout à fait posé. Incendier volontaire. Que les coups portés, que les gifles, que les plats disparaissent et crèvent dans un oubli au goût de pisse. Que la dernière humiliation rencontre enfin quelqu'un à sa taille, baisse les yeux de peur de ramasser, que le vulgaire se taise dans un flot de colère et disparaisse dans le plus beau des niques ta mère. Et que la rage emporte dans sa fulgurance l'inutile et le garde. Que la rage emporte dans sa colère leur rire et leur mépris. Que la rage enflamme les corps. Que la rage enflamme les coups et nos victoires arrachées aux monstres. Incendier volontaire. L'inutile et le garde. Que la rage enflamme les corps, que la rage enflamme les cœurs et nos victoires arrachées aux monstres.
Voilà, Incendié volontaire, on va arrêter là pour aujourd'hui. Incendié volontaire, donc, qui fête la sortie du premier album en même temps que la sortie pour la première fois de ce nouveau spectacle. Le 17 mai, ça se passe au Métronome. C'est largement recommandé par la maison et vu le peu de temps qu'on a passé avec eux, eh bien, on les retrouvera au mois de juin et là on parlera vraiment de l'album. Je les aurai vus sur scène, comme ça on pourra quand même revenir sur le spectacle et on les réinvitera en juin pour parler de l'album parce qu'il y a quand même plein de choses à dire sur l'album et y compris du côté des textes. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Monsieur Wifunk est dans le studio et il attaque juste après ça, générique dans 30 secondes. Nous on se retrouve, pas la semaine prochaine, même la semaine d'après, même heure, même adresse. Salut les filles, couvrez-vous bien.